Même absent, il était problématique. En 5e, lors d'une veillée paisible de colonie de vacances autour d'un feu de camp, ma meilleure amie de l'époque, qui connaissait mon frère, a pris la parole pour demander à la trentaine d'ados présents « Vous faites quoi si vous avez un enfant handicapé ?» Tout le monde a répondu « Ah mais berk, ah mais horrible, ah mais je le jette !» En 4e, dans la queue de la cantine, on m'a demandé tout sourire « Eh, paraît que ton frère il est gogol, c'est vrai ?» Et j'ai répondu, en ravalant mes larmes et ma honte, qu'il n'avait pas de handicap. Ça va pas la tête ? En sachant que certains savaient. La honte d'avoir honte. La fameuse. Quand t'es enfant comme ça, tu dois jouer vraiment une partition très très fine. Tu te retrouves à la fois vouloir prendre la défense de ton frère, parce que tu sais très bien que c'est pas de sa faute, et en même temps, tu veux être accepté des autres. J'avais peur peut-être qu'il ternisse mon image. Anton, ton frère, il est atteint d'un trouble neurologique depuis la naissance. Et pour beaucoup de gens, ton frère, il est handicapé. Mais toi, tu préfères dire décalé. Pourquoi ? Je préfère employer le terme décalé parce que je trouve que c'est un terme qui lie. Tout le monde s'est déjà senti décalé, tout le monde s'est déjà senti un petit peu à côté dans une situation et je sais que c'est ce que mon frère peut ressentir. Il a presque 2 ans et demi quand je suis née et c'est le moment où en fait on commence à identifier des petites troubles du développement en fait. Ça se manifestait par un trouble de l'équilibre déjà, une façon un petit peu à lui de marcher, une manière d'attraper les objets. Je pense que très tôt, ma mère n'a pas voulu que mon frère me pénalise d'une certaine manière parce qu'elle voyait très bien que à l'extérieur, les enfants n'étaient pas très curieux d'Anton, que lui d'ailleurs au bac à sable, il n'avait pas du tout envie de jouer ou de faire des châteaux. Lui, il prenait le sable et il regardait le sable tomber. Il était vraiment déjà dans les sensations. Un enfant qui court pas comme tout le monde, ou qui trébuche, ou qui parle pas, ou qui comprend pas les règles, comme mon frère. Bah, les autres n'avaient pas du tout envie de jouer avec lui et je pense qu'il y a vraiment une exposition au handicap qui n'a pas lieu en fait tôt. Donc en fait c'est des enfants qui ne savaient pas. Dans le groupe, quelqu'un qui suit pas ou qui n'est pas capable de faire comme les autres, naturellement il est mis de côté. Moi, je voyais que mon frère, parce qu'il était qui il était rejeté. Mais je voyais pas du tout que c'était aussi aux autres de faire un pas vers lui. Il y a tellement personne qui va dans ton sens quand tu fais face au handicap d'un proche. T'as ta place ni dans le métro, ni à la boulangerie, ni à l'école. Les gens ne s'adressent jamais à lui. Donc comme ça vient de tous les côtés, tu finis par croire que c'est les autres qui ont raison. Je veux que des gens traînent avec mon frère parce qu'il est sympa, qu'ils l'appellent à l'improviste parce qu'ils ont envie de faire des choses avec lui, hors association, hors supervision des adultes, hors d'un cadre quelconque. Je veux qu'il ait de vrais amis à lui, pas ceux de mes parents, pas les miens, pas la famille, pas des gentils bénévoles ou animateurs qui retournent à leur vie après. Je veux que d'autres gens ordinaires aiment Anton et qui participent au monde. Zeno, c'est le titre de ton livre, mais c'est aussi le nom d'un lieu dans le Vermont aux États-Unis. C'est quoi ce lieu et qu'est-ce qu'il a de particulier ? Zeno, le nom complet, c'est Zeno Mountain Farm. C'est un lieu aux États-Unis, dans le Vermont, au milieu des montagnes, qui rassemble des personnes avec et sans handicap autour de projets artistiques, essentiellement des films et des comédies musicales. C'est des adultes et on est à peu près 50% de personnes porteuses de handicap mental essentiellement et des handicaps physiques aussi assez lourds. Et des personnes qui n'ont pas de handicap. Quand tu découvres ce lieu, tu écris, et moi je trouve ça très mystérieux parce que j'avais jamais vu ça. Mon frère et moi n'avions jamais été égaux. Ouais. En fait, tu découvres l'égalité là-bas ? Je découvre d'une certaine manière l'égalité. Je découvre que des personnes comme mon frère et moi pouvons être mises au même niveau dans un groupe, en société. Casino, je découvre mon frère. Je savais pas à quel point il était drôle. Je savais pas qu'il avait une âme de leader et que, en fait, les gens adoraient traîner avec lui. Je découvre un mec que je connais pas. Et ça, c'est dingue. Moi, j'avais l'habitude d'être toujours la personne qui permettait un peu à Anton de se faire une place dans le groupe. J'avais l'impression d'être toujours celle qui devait expliquer, qui devait un petit peu créer un cadre pour que la relation soit possible. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais Léa, pour qui tu te prends en fait ? À quel point est-ce que ça a changé votre relation à Anton et toi, ce camp, d'aller à Zeno ? Je pense qu'aller là-bas, ça nous a permis d'avoir un lieu en commun. C'était jamais arrivé. Et donc ensuite, le boulot, c'est d'appliquer ça à Paris au retour à la maison, quoi, parce que Zeno, c'est 1 mois l'été. Et qu'est-ce qui se passe le reste du temps ? Je vois pas des gens comme mon frère dans la rue, je les vois pas à l'école, je les vois pas dans des environnements professionnels, je les vois nulle part. Donc je me dis, mais on est planqués. C'est toutes ces choses en fait que j'explore dans le livre avec différents personnages. Ils sont des vrais personnages, c'est une histoire vraie, Zeno. Donc il y a Jérémy par exemple, qui a un ami qui a le syndrome de Williams et qui, au fil du livre, quitte la maison
Et donc, comment est-ce qu'on quitte la maison à 34 ans? Il y en a d'autres avec lesquels on va plutôt parler d'amour, on va parler des premières fois, on va parler de... En fait, je voulais amener des sujets universels, des questions que tout le monde se pose à 20 ans, à 30 ans. L'amour, le sexe, la liberté. Vraiment, l'amour, le sexe, la liberté, l'indépendance. Et je voulais qu'elle soit vécue par des personnes porteuses de handicap. Parce que c'est vrai, enfin, d'ailleurs, elles les vivent. Mais moi, je lis jamais de livres et je vois jamais de films où on traite les personnes handicapés mentales comme des êtres humains et pas comme des gens qui sont en train de vivre un combat et pas comment elles se sont affranchies de leur handicap. À la lecture, des fois, on ne sait plus si telle personne avec qui tu es en train d'avoir un échange est porteuse de handicap ou pas, et on se rend compte qu'en fait, ça a finalement peu d'importance pour la compréhension du récit. Ouais. En fait, c'est ça. Le handicap, du coup, est plus du tout au premier plan. Il y a eu un vrai travail là-dessus sur vraiment redonner une humanité qu'on tend à enlever. Ce qu'il faut qu'on se croise plus. La vie en société, c'est un entraînement, en fait. Enfin, on s'habitue à se voir les uns les autres, on s'habitue à avoir des comportements. Il faut s'habituer à différentes manières de faire, quoi, pour oser interagir, parler, pour s'intéresser, pour être curieux. Je pense que les gens ont peur que ce soit trop d'efforts. Moi, j'entends souvent ça, je sais pas quoi lui dire, mais ça va me coûter. On a tellement ancré dans la tête des gens que le handicap était problématique, que le handicap était un frein, que le handicap était compliqué, que la première chose à laquelle on pense, c'est ça. Alors qu'il y a un univers, il y a des gens en fait, il y a des gens derrière.